Les transformers sont des architectures de modèles de deep learning qui ont complètement révolutionné le monde de la génération du texte. Tout a commencé en 2017 avec la publication du papier Attention is all you need par les chercheurs chez Google qui montre que pour pouvoir travailler sur du texte, pour pouvoir travailler sur des séquences, on n'a pas forcément besoin des couches de récurrence ou encore des couches de convolution, comme c'était le cas par le passé avec les RNN et les LSTM. Par contre, tout ce dont on a besoin, c'est de l'attention et des réseaux feed-forward basiques. Et c'est justement ce principe qui est à la base de ce que vous connaissez, ChatGPT et Google Bard. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour pouvoir créer votre propre modèle GPT. On verra ensemble en Python de A à Z comment construire un modèle à base des transformeurs comme ChatGPT. Dans ce projet, nous allons créer notre propre modèle GPT qui aura pour mission de générer de nouveaux poèmes en se basant sur des données que j'ai personnellement constituées en utilisant le site Projet Gutenberg qui recense en fait des milliers de livres d'auteurs gratuitement que vous pouvez télécharger. N'hésitez pas à voir. J'ai pris des œuvres de Guillaume Apollinaire et de Victor Hugo dont le rôle de notre outil, ce sera de répliquer la façon dont Victor Hugo et Guillaume Apollinaire écrivaient des textes pour pouvoir générer de nouveaux poèmes. Ce sera ça notre challenge, ce sera ça notre défi. Pour réaliser la mission, j'ai utilisé des codes qui sont disponibles sur Internet, notamment dans le livre Generative Deep Learning de David Foster. Vous avez l'ensemble des codes juste ici. N'hésitez pas à voir le repo GitHub, ça va vous aider. Vous avez également des codes sur Keras, j'insiste. Le plus important ici, c'est pas que vous reteniez le code parce que sur Internet, franchement, tous ces codes sont disponibles. Le plus important, c'est de comprendre la démarche. Comment est-ce que j'arrive à créer mon propre modèle GPT? Et aussi en termes d'architecture, on va utiliser le papier Attention is all you need, qui est juste là, qui vous présente en fait l'architecture d'un transformer. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle les transformers. N'hésitez pas à télécharger ce papier pour voir comment les transformers fonctionnent. Voici l'architecture globale qu'on a vue dans la vidéo du jour 15. N'hésitez pas à revoir la vidéo du jour 15 pour mieux comprendre. Dans un transformer, on a l'encodeur, le décodeur ici, du moins l'architecture qui est présentée dans ce papier. Ici, on a multi-head attention, on a la normalisation, on a feed-forward. Donc, c'est sur cette structure à peu près qu'on va se baser pour générer nos nouveaux poèmes. Donc, voilà. Ma base de données, c'est juste là. Vous avez l'ensemble des poèmes que j'ai copiés. C'est à peu près 10 000 lignes. C'est pas assez. N'hésitez pas à enrichir davantage pour améliorer votre modèle. Moi, j'ai pris 10 000 lignes pour limiter le temps d'exécution parce qu'il est court. Ensuite, on a notre base de données. On a notre objectif, c'est de créer un outil GPT qui va générer de nouveaux poèmes. Comme dans tout projet de machine learning, de deep learning, la première étape, c'est toujours précréter la donnée. On ne fait pas d'impasse là-dessus. Donc ici, on commence bien sûr par importer les packages nécessaires comme Keras, TensorFlow, NumPy et autres. On définit l'ensemble des paramètres qui seront nécessaires dans ce projet. Là, vous avez la taille du vocabulaire qu'on va utiliser, c'est à peu près 10 000 mots. La longueur maximale des séquences qu'on va créer, ici ce sera 80. Vous avez ici la dimension de l'embedding. Comme je dis toujours, lorsqu'on travaille avec du texte, le challenge c'est de passer des mots à une représentation numérique. Donc l'embedding va permettre en fait de représenter un mot par un vecteur numérique de taille 256. Donc ici, on définit la dimension de l'embedding. Vous avez KIDIM qui est la dimension de la clé de l'attention multitête. Si je reviens sur le papier ici, et qu'on regarde à peu près à quoi ressemble l'attention multitest, vous voyez qu'ici, on a value, on a key, on a query. Donc, le cas que vous voyez ici, le key dim ici, ça représente le cas qu'il y a dans cet article. Donc, voilà. Ensuite, on a quoi? On a un nombre de têtes dans l'attention multitête. Ici, lorsqu'on fait l'attention multitête, c'est une réplication, parallélisation de plusieurs opérations. Donc, le NB, le N heads là, c'est le nombre de fois qu'on va paralléliser l'opération. Ensuite, vous avez ici la dimension du feed-forward network. Vous avez validation speed qui est de 0,2. Ça veut dire qu'on va prendre 20% des données pour la validation. On fixe la graine pour s'assurer de la reproductibilité de notre étude. Ici, batch size, c'est la taille du lot à chaque entraînement. Le nombre d'époques, à combien de fois on va entraîner le modèle pour avoir des résultats performants. Donc, j'exécute ceci. Une fois qu'on a ça, on va charger les données. On a un fichier TXT dont on va les lire
ligne par ligne. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis readlines. Et là, je décide aussi de mettre tous les mots en minuscules parce qu'en soi, pour générer un nouveau poème, pour l'instant en tout cas, pour mon travail à moi, je n'ai pas envie d'avoir des mots en majuscules. Donc, si j'exécute, vous allez voir, ici, le /n, c'est pour dire ça va à la ligne. Il est temps que je me repose. Je suis terrassé par le sort. Ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres. Bref, voilà à peu près le texte qu'on a dans notre fichier. Une fois qu'on a ça, on commence par déjà... J'ai décidé de supprimer la ponctuation parce que je ne voulais pas avoir la ponctuation dans la génération. Mais idéalement, lorsqu'on génère du texte, lorsqu'on parle en français, il y a les ponctuations. Donc, idéalement, ça doit être important. Mais là, je les ai enlevés. J'enlève les espaces, comme vous voyez ici, par exemple. Il y a des espaces juste ici. Donc, je vais les enlever. Je rajoute des espaces aussi ici. Vous voyez ici, je rajoute des espaces après la ponctuation pour me rassurer qu'en supprimant, il n'y a pas de mots collés. Ici, je supprime la ponctuation. J'enlève les espaces multiples et j'exécute. Vous allez voir à quoi ressemble le nouveau texte. Juste ici, vous voyez qu'il n'y a pas de ponctuation sur le nouveau texte. En termes de nombre de lignes de notre texte, on en a 10 971. Ce n'est pas énorme, c'est un tout petit fichier. Une fois qu'on a précrété notre texte, on a enlevé les ponctuations, on a enlevé les espaces, on peut maintenant réaliser la tokenisation. Tokeniser, ça veut dire je vais d'une phrase avec plusieurs composantes et je divise en tokens. Ça peut être des mots, ça peut être des caractères, ça peut être des phrases. Ici, on va simplifier, on va utiliser l'approche la plus utilisée qui est la tokenisation par mot. Donc, cette étape ici, on tokenise, bon là, on transforme en data science TensorFlow pour accélérer en fait des calculs. Ensuite, ici, on vectorise nos données. On a vectorisé. Lorsqu'on a vectorisé, en fait, on a réalisé la tokenisation. Vous allez voir, ça, c'est la représentation numérique de la phrase que j'ai présentée juste ici, de cette phrase, en fait. Lorsqu'on tokenise, à quoi ça ressemble? Ça ressemble, en fait, à ce vecteur et 0, 0 partout. Une fois que c'est fait, on va préparer les données pour le modèle. Une fois qu'on a préparé les données, on peut maintenant construire notre transformeuse. Première étape ici, on crée une fonction qui va réaliser le masquage pour la tension causale. C'est juste ici, vous voyez dans l'architecture, il y a mask multi-head attention. Donc la classe qu'on va créer juste ici va permettre en fait de faire ce masque. Le masque permet de se rassurer que lorsqu'on va faire des générations de texte avec notre algorithme, on ne se base pas sur le mot suivant pour prédire le mot suivant, entre guillemets. En gros, on va masquer tout ce qui se passe après la séquence pour pouvoir générer de nouveaux textes. C'est ce qu'on fait juste ici. Après, je ne vais pas entrer dans les détails du code, comme je disais. L'idée, c'est pas de retenir du code. C'est pas possible d'ailleurs. Le plus important, c'est de comprendre l'architecture, comprendre comment ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a ce masque, on va donc créer notre bloc transformer. Le bloc transformer, qu'est-ce qu'il aura? Il aura déjà l'initialisation avec tous les paramètres qu'on a mis dès le départ. Une fois qu'on a initialisé, on initialise aussi les couches en fait. Multi-head attention qui est juste là. Drop out, c'est pour faire de la régularisation. Normalisation, on ajoute une couche dense avec fonction d'activation relue. Une autre couche dense. Drop out pour la régularisation. On ajoute encore la normalisation. Et après, on va rajouter en fait le masque dont on a présenté tout à l'heure. On va appliquer la tension multicouche et ensuite, on va appliquer le réseau Feed-Forward Network et on a la configuration globale de notre modèle. Et après avoir défini le transformer, maintenant, on peut créer d'autres fonctions, d'autres classes qui peuvent être pertinentes, notamment l'embedding. Comment est-ce que je passe d'une représentation en mots à une représentation vectorielle de dimension 256 que j'ai défini dès le début. C'est ce qu'on appelle l'embedding, en fait, créer des vecteurs. Il faut également que je trouve, en fait, la position de chaque mot dans la séquence. Parce que lorsqu'on utilise l'architecture qui est juste ici, vous voyez, à aucun moment, on ne se conserve dans la partie output les valeurs, les positions des différentes valeurs. C'est pour ça qu'ici, vous avez positional encoding qui permet d'avoir pour chaque séquence, pour chaque mot, la position dans la séquence. Parce que lorsqu'on souhaite générer, il y a un ordre précis à respecter. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous avez la fonction qui vous donne l'embedding et qui donne la position. Une fois qu'on a cela, on a généré l'embedding et la position, on peut donc construire notre modèle de transformer parce qu'on a créé la classe transformer, on a créé la classe qui fait l'embedding. Maintenant, on peut fusionner tout ça pour construire notre modèle. Construire le modèle, on commence par préciser quels sont les inputs. On réalise l'embedding et on applique la position. On applique ensuite notre bloc
de transformation avec toutes les couches multi-rate, attention, mass attention et autres, on ajoute une couche dense pour pouvoir réaliser la prédiction. En général, la prédiction à la sortie, c'est souvent avec la fonction d'activation softmax. C'est pour ça que vous avez ici qui permet de générer le texte suivant avec des probabilités, pardon. Ça vous donne des probabilités pour chaque texte. Et après, on peut donc créer notre modèle avec les inputs et les outputs. Et enfin, on compile tout ça et on applique la fonction qui va nous permettre en fait d'optimiser les paramètres. Ici, c'est Adam, c'est l'une des méthodes qui est très utilisée. Ici, on a la fonction de PET, sparse, categorical, copy. À cette étape juste là, on a défini le modèle. On peut donc voir à quoi ressemble l'architecture du modèle. Vous voyez ici, on a un modèle avec 5 800 000 paramètres. C'est beaucoup plus important que la régression linéaire qu'on a vue durant les 100 jours de ML, vous voyez. Et lorsqu'on a ça, on peut donc entraîner le modèle. Avant d'entraîner le modèle, on va créer donc une classe qui va permettre de générer le mot suivant en fonction des probabilités. Lorsqu'on crée la classe, on commence d'abord par initialiser la classe. On va donc créer les probabilités. On va donc générer le texte en fonction des probabilités. Et juste ici, il y a une fonction qui permet de générer du texte à la fin de chaque époque d'entraînement. Donc ici, je mets en fait le prompt, c'est l'avis. Je donne l'avis. Il va me donner quels seront les mots possibles suivants à chaque fois que je vais entraîner le modèle. Donc, si on regarde à peu près la fonction génération, vous avez ici start prompt. C'est le début du prompt. C'est un peu comme la question que vous posez à ChatGPT. Qu'est-ce que le coin stat? C'est une question, il vous répond ensuite. C'est une chaîne où on vulgarise le monde de la data, où on redécouvre le monde de la data. Ça, c'est le start prompt et l'algorithme donne la suite. Max token, c'est le nombre max de mots qu'on veut générer. Et temperature, ici, c'est un paramètre entre 0 et 1 pour contrôler l'aléa. Donc, une fois qu'on a ça, on peut maintenant sauvegarder déjà, mettre les callbacks pour sauvegarder notre modèle. Et ensuite, on peut entraîner notre modèle. Vous voyez, gpt.fit, ça entraîne le modèle. Et j'ai déjà entraîné parce que ça prenne un peu de temps avant. Et à chaque époque, on a ma phrase, là, l'avis que j'ai mis ici comme prompt. On voit première époque, on a l'avis pour réalisant ébloui en pêcheur des spectacles. Ça ne veut rien, simplement rien dire. Voyons deuxième époque, la vie entre eux, ils le distinguaient puis ruisselaient les mis. Ça ne veut rien dire aussi. Troisième époque, la vie est empreinte encore un vague mort. Ouf. Quatrième époque, la vie est éclipsée, laissant à moelle et à les enfants verrou. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les époques, l'algorithme essaye quand même de respecter la structure d'une phrase. Vous voyez, on a la vie est, on a un verbe éclipsé, laissant à moelle. C'est vrai qu'après, ça change un peu, mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on est quand même capable de reconstruire le début qui est assez correct. La vie est éclipsée, même si ça ne fait pas sens. Ensuite, on a la vie arrive avec ton style, ta voix hostile. Et huitième époque, la vie est ayant, bon, ça ne veut rien dire. Septième époque, la vie à travers vos bonbons, pêle-mêle. Huitième époque, la vie est composée de deux eaux aventurières. Ah, ça c'est pas mal. Neuvième époque, la vie auguste goutte à goutte, heure par heure. Bon. Et après, dixième époque, c'est la même chose. Donc l'idée en fait, c'est ça. Il génère, je donne la prompt au départ, il me génère la phrase suivante. Ici, on n'a pas suffisamment de données pour faire quelque chose de ouf. Mais l'objectif ici, c'était de montrer que si on a des données, on peut générer soi-même notre propre ChatGPT. Donc, je vais prendre quelques exemples pour voir comment ça fonctionne. Ici, par exemple, je commence par la phrase « le ciel ». Vous voyez ici. Le ciel s'emplit alors des milliers d'hirondelles. Pas mal. Je commence par « un matin ». Un matin, je me promène. Vous voyez, ça a réussi à créer quand même une phrase correcte. Je génère avec « là ». Je commence par « là ». La véritable vie est la chair qui la semble. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on a acquis une nouvelle compétence. On est capable de créer son propre modèle GPT-2 A à Z. L'objectif ici, c'était de vous montrer que c'est possible. Ne pensez pas que c'est de la magie, c'est possible. Il faut juste apprivoiser, juste vous habituer. Et aujourd'hui, pour faire toutes les étapes que j'ai montrées ici, il faut bien sûr avoir énormément de données, mais dans la vraie vie, on ne les a pas. Donc, c'est pour ça que demain, on va voir ensemble comment justement bénéficier de l'expertise d'OpenAI, utiliser l'API de ChatGPT, fine-tuner et adapter à votre propre problématique. Parce que le problème qu'on a avec ChatGPT aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas accessible en ligne, par exemple. Donc, vous pouvez prendre vos propres PDF, fine-tuner le modèle derrière ChatGPT et avoir un outil, un chatbot
qui est beaucoup plus puissant. C'est exactement l'objet de la vidéo de demain. En attendant, dites-moi en commentaire, qu'avez-vous appris jusqu'ici dans le challenge? Nous sommes déjà le jour 16. Qu'est-ce que vous avez appris? Je suis curieuse de savoir. Mettez des commentaires, likez, partagez parce que ça fait grandir la chaîne, les amis. Donc, n'hésitez pas à toujours liker, commenter, partager. Faites tout ce que vous voulez et surtout, prenez bien soin de vous et rendez-vous demain pour créer son propre chatbot en se basant sur ChatGPT. Bye.